J'ai découvert le recueil des harangues qui ont été faites à la reine de Suède, imprimé chez Claude Barbin en 1659, lors de la préparation d'un colloque sur le poète Tristan l'Hermite. En 1652, Tristan avait fait ce rêve de rejoindre la cour de Suède, véritable Eldorado pour les lettrés français, jusqu'à ce que son intermédiaire, Urbain Chevreau, lui révèle que ses stances n'avaient pas plu à la reine. C'était l'histoire d'une espérance déçue, mais le vieux poète m'avait conduite à un recueil intrigant par sa facture et surtout m'avait ramené à une figure souvent croisée lors de mes recherches sur les poètes de l'époque Louis XIII. Un exemplaire du recueil des harangues est conservé à la bibliothèque Mazarine, de format IN12, comportant 286 pages, sans privilège royal. Il est en très bon état, mais nous n'avons aucun indice sur sa provenance antérieure à la confiscation révolutionnaire dont il a fait l'objet. Un autre exemplaire se trouve à la bibliothèque de l'Arsenal. Il porte le sceau du couvent des pénitents de Nazareth à Paris. 5 autres exemplaires sont conservés dans les fonds patrimoniaux des bibliothèques de province, à Rouen, au Mans, à Grenoble, à Lyon et à Aix-en-Provence. Enfin, de la réédition de 1660 subsistent 3 volumes, dont un à la Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de mes premières consultations à la Mazarine, le conservateur me signale l'existence d'un recueil factice, le manuscrit 2248, recueil sur le séjour de Christine de Suède en France en 1656. C'est un recueil de 128 folios. Il figure au catalogue des manuscrits du séminaire de Saint-Sulpice et est entré à la Bibliothèque des 4 Nations le 5 novembre 1797. Il se concentre sur l'entrée de la reine à Paris, notamment sur les réjouissances nocturnes, feux d'artifice, ballets, donnés par Esselin le 6 septembre dans sa maison et ses jardins d'Essonne. Je découvre qu'il comporte des textes en commun avec le recueil des harangues, notamment un sonnet de Leclerc, les vers de l'imprimerie royale, le discours de l'académicien Patru. Surtout, il comporte une riche matière iconographique, des frontispices, des lettrines, des gravures insérées et repliées entre les textes. Me voilà donc avec 2 recueils au lieu d'un. Je décide de conserver mon OGV premier, le recueil des harangues, tout en gardant un œil sur le manuscrit 2248 qui m'aidera peut-être à élaborer mon interprétation. Mon idée première est d'aborder le recueil comme objet en soi, un peu à la manière d'Éric Méchoulan de Mathilde Bombard lorsqu'ils ont décrypté ensemble le recueil des lettres nouvelles, dit recueil Faré de 1627. Ici, la figure centrale ne serait pas Faré, mais la reine Christine, sauf que la reine n'est pas l'auteur du recueil, mais son objet. Difficulté supplémentaire, elle est auteure de quelques textes, des lettres qui y figurent. Autre problème épineux, cerner la démarche éditoriale. Mon hypothèse de départ est qu'un jeune libraire innovant, Claude Barbin, aurait tenté, devenu comme on le sait spécialiste après 1660 de Molière et des Précieuses, aurait tenté un coup éditorial autour de la figure de Christine, devenue controversée en 1659. Deuxième hypothèse, Barbin aurait simplement exploité un recueil de même nom constitué en 1656 par Pierre de Rangouze, spécialiste de panégyrique, dont le privilège s'était éteint. Je me dois également de considérer l'ouvrage en tant que genre éditorial. En effet, le recueil de harangues a connu une évolution notable. On le sait, entre 1580 et 1650, les harangues associées à des remontrances et plaidoyers relèvent visiblement de l'éloquence judiciaire. On les trouve également liées aux entrées royales, ce qui les apparenterait à une éloquence officielle proche de la propagande, mais elles sont aussi souvent associées à des lettres, certainement dans la perspective qui animait celle du recueil Faré, à savoir définir une forme d'éloquence en langue française qui serve de modèle culturel unifiant. Entre 1650 et 1680, les recueils de harangues connaissent un infléchissement net vers la grande éloquence ou le discours d'apparat. Ainsi, dans le recueil de harangues de l'Académie française, où la harangue se fait panégyrique, éloge, ou encore à la fin du siècle, lorsque la harangue se superpose quasiment avec l'oraison funèbre. Quant au recueil de harangues à la reine Christine, il échappe à tout essai de catégorisation. D'emblée, on est frappé par son caractère composite ainsi que par sa résistance à l'ordre chronologique annoncé. C'est cet aspect que je développerai dans mon étude, mais disons, pour être brève aujourd'hui, que l'ouvrage se divise en 2 parties.
Une première partie suit l'itinéraire et la chronologie du voyage de Marseille à Paris. Elle est constituée de 43 harangues en prose, d'une page et demie environ, ainsi que d'une réponse de la reine elle-même. Ces auteurs sont soit des collectifs, instances politiques, religieuses, judiciaires, groupes de lettrés, de citoyens, confréries de métiers, qui représentent les divers corps de la société du royaume, soit des individus notables tels que le commandant de la milice de Paris, l'académicien Patru, ou le recteur de l'université de la Sorbonne, personnage dont il conviendra de montrer le rôle symbolique. La seconde partie rompt avec l'ordre chronologique. En position centrale, on trouve une sorte de récit exemplaire de la conversion de la reine en 1652. Suit une correspondance échangée entre celle-ci et les puissants et les lettrés du royaume qui brouillent les cartes chronologiques. On retrouve une forme d'adhésion au temps réel du voyage avec les 3 portraits faits sur le vif par le duc de Guise, en 1656 donc. Le recueil s'achève par une suite de vers élogieux des meilleurs poètes qui confèrent à la reine, grâce au langage des dieux, une forme d'immortalité. Alors, comment interpréter un tel ensemble? Quelle image donne-t-il de Christine? On vient de le voir, le caractère composite du recueil n'est pas sans effet. Si l'ordre chronologique du voyage est délaissé, c'est peut-être pour tendre vers un ordre plus symbolique, voulu ou non par l'imprimeur. Il me semble que l'un des écueils à éviter serait de projeter une matière historique préconstituée sur ces textes. L'objectif, en revanche, est de restituer au plus près les impressions complexes qui se tissent au fur et à mesure de la lecture. Je partirai donc de 3 impressions. Première impression, il me semble que le recueil parvient de façon assez spectaculaire, en dépit du caractère convenu des éloges, à restituer le formidable élan de curiosité que la reine a suscité partout où elle passait. À son corps défendant, peut-être, elle apparaît comme une figure de rencontre, traversant les lieux et milieux avec un naturel confondant, offrant une forme d'unité dont la clé se trouverait dans les 3 portraits qu'en donne le duc de Guise. Car ces 3 portraits, et c'est ma deuxième hypothèse, ces 3 portraits insérés dans des lettres me semblent cruciaux pour la compréhension du recueil. Je fais l'hypothèse que l'image que souhaite donner le duc de Guise de la reine, et on le sait acquis à la reine, et puisqu'il l'accompagnait également au cours de son périple, serait celle de l'honnête femme que Nicolas Faré n'a pas osé composer. Le recueil tendrait à Mazarin, au roi, le modèle incarné par une femme suédoise, ce modèle donc d'une honnête femme ayant renoncé au pouvoir mais dont le savoir est étendu, la maîtrise des langues vivantes et mortes remarquable et qui a tous les attributs du bel esprit puisque elle a une urbanité, une conversation raffinée, le sens des réparties, une promptitude de répartie. Mais comment intégrer alors à cette lecture l'échantillon épistolaire, le récit exemplaire de la conversion ainsi que les pièces poétiques qui achèvent le recueil? Autant, en effet, le récit historique propose une image lisse, exemplaire de la reine, autant la partie de correspondance compose une personnalité âpre et complexe. Admiration pour le grand Condé et pour le philosophe matérialiste Gassendi, échange saisissant avec Chanu sur les raisons de sa renonciation au pouvoir, ou encore cruauté patente avec le comte de la Garde, ancien favori disgracié, en creux peut-être de cette figure symboliquement assimilée à l'astre lunaire par les poètes, à la reine de la nuit lors des fêtes données par Esselin, se dessineraient les ombres menaçantes pour le pouvoir en place du libertinage, des conflits religieux et de la légitimité politique. Ce recueil serait un révélateur de tension. C'est donc avec ces premières hypothèses et interrogations que j'aborderai cet étrange objet qu'est le recueil des harangues à la reine de Suède.